Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise, bienvenue sur la chaîne de Tic. C'est moi, la chaîne qui traite de sport, de littérature, d'animaux, liste non exhaustive. On se retrouve aujourd'hui pour parler santé, ou plutôt le manque de santé. Vous le savez pour certains, je l'ai déjà dit notamment dans d'autres vidéos, j'ai fait un pneumothorax. Oh, le terrible mot est déjà lâché dans la vidéo. Je vais te raconter mon histoire pour que tu puisses prendre la mesure de ce truc-là, si tu ne connais pas. Chanceux. Et si tu connais, pour l'avoir vécu, eh bien, tu pourras me raconter la tienne. Replaçons les choses dans leur contexte. Nous sommes fin novembre 2017, je suis en colocation à ce moment-là, oui, certains la connaissent, mon ancienne coloc. Je suis entre deux boulots, mon contrat intérimaire s'est arrêté depuis quelques jours, mais je ne cherche rien car je suis prévu d'embaucher à la SNCF en CDI en février. Donc je profite de ces quelques mois de vacances. La sélection était rude, les étapes longues, l'attente infinie. Et oui, j'avais commencé le processus de sélection en avril 2017 et je suis prévu d'embauche en février 2018 à condition de réussir la visite médicale obligatoire d'embauche. Très heureux donc à l'idée d'entamer un nouveau chapitre, on va dire, de ma vie en 2018, en forme. Et donc le 29 novembre 2017, la fameuse date fatidique, je me réveille le matin vers 9h après avoir passé une très bonne nuit, j'avais très bien dormi, et j'effectue le geste anodin finalement de me lever. Et là, c'est le drame. Une cage dans la poitrine, je sens comme un coup de poignard, je ne sais pas trop comment le décrire. Je pense à un faux mouvement, tu sais, c'est arrivé à tout le monde, enfin, je pense de se froisser un muscle, d'avoir une douleur suite à un mouvement qu'on a fait. Je me dis que ce n'est rien de grave. Ce jour-là, j'ai du nettoyage de prévu, plus particulièrement mon bureau pour le stream. Bon, je commence. J'ai l'impression de courir un triathlon. Je respire mal, j'ai le souffle court, j'halète. Je suis essoufflé, comme si je me donnais à fond, alors que c'est à peine si j'ai commencé à utiliser le chiffon, tu vois. Tous les mouvements me pèsent sur la poitrine. J'essaie de passer une journée normale, j'en parle pas trop. Je ne me souviens même pas si j'ai dû dire à ma coloc que je m'étais peut-être coincé un nerf, je me rappelle pas. Je prends un temps extrêmement long à faire des choses extrêmement banales. Je ne m'en rends pas vraiment compte de la situation parce qu'en fait je l'occulte. Comme je disais, j'en parle pas. Alors le fait de pas en parler, le fait de pas le considérer, ça aide à passer outre. C'est pas conscient, je le précise. Alors, je passe péniblement la journée et arrive l'heure habituelle de mon stream, 19h je crois à ce moment-là. Je le lance, je joue tranquillement, mais quand je parle, il semble que je sois en plein footing. Je suis essoufflé, j'ai besoin de reprendre ma respiration en plein milieu de phrases courtes. Je ressens davantage la gêne au niveau du thorax, du fait des mouvements et que je sois en train de parler. Surtout, je commence à communiquer cette douleur, ce problème aux viewers qui sont présents sur le live. Je fais même des blagues sur « Ah, le buzz a crevé en ligne !» Ouais. Non mais psychologiquement, l'idée que c'est quelque chose à considérer commence à s'installer. Ce jour-là, contrairement à d'habitude, je coupe le stream très tôt. Il devait être environ 21h. Je ne dépasse pas. Et comme je le disais, là-haut, ça commence à cogiter. Je pense au fait qu'à Grenoble, il y a une clinique ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'elle n'est qu'à un quart d'heure à pied de l'appartement. Je me décide, je me dis qu'il faut y aller. J'annonce à ma coloc que je sors, mais je pense même pas lui dire que je vais chez le médecin. Elle doit se dire que je vais chercher à manger dehors, comme ça m'arrive très régulièrement. Et oui, j'avais pas la même hygiène de vie à l'époque qu'aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Me voilà parti pour un quart d'heure de marche en temps normal. Je pense avoir appris bien plus, parce que plus j'avançais, plus je ralentissais. Je pense avoir mis bien le double du temps habituel. Je me souviens pertinemment avoir dû m'arrêter pour reprendre mon souffle et me tenir à un poteau, justement, pour ne pas chanceler. L'expression s'arrêter pour reprendre son souffle n'était pas très indiquée, parce qu'en fait, le souffle, je l'avais plus. Je finis quand même par arriver au cabinet, et là, le fait d'expliquer aux personnes à l'accueil mon problème, ça me fait encore plus cogiter, parce que là, physiquement, je montre où j'ai mal, et ce que je montre, c'est mon cœur. Et le cœur, jusqu'à preuve du contraire, c'est un organe important. Bref, le médecin de garde me reçoit même pas 5 minutes après mon arrivée,
Alors qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Le cœur, j'ai dit. Il prend mon pouls, ma tension, il écoute ma respiration, me fait un électrocardiogramme. Il sait pas trop ce qui se passe, a priori. Il voudrait que je passe une radio, donc il appelle, de ce qu'il me dit, un ami à lui qui travaille dans un centre d'imagerie vraiment juste à côté, qui est fermé, mais bon, il va le rouvrir pour faire une urgence. C'est une urgence, donc ça va pas poser de problème. Il demande à faire l'opération et la personne lui oppose un refus. Donc non, ce n'est pas possible, je ne peux pas aller là-bas. Du coup, il me dit, je suis désolé, mon collègue ne peut pas ouvrir son centre d'imagerie, par contre, il est impératif que vous fassiez ces radios. Vous devez vous rendre aux urgences tout de suite. Donc il m'imprime une lettre, il me la donne, à remettre au médecin là-bas. Et il me dit, par contre, il n'y a pas d'ambulance pour y aller, vous devez y aller par vos propres moyens. Voilà. Et c'est fini. Faut que je paye quand même, faut pas décoller. Et puis je me retrouve dehors. Je sais pas ce que j'ai. J'ai une consigne, c'est aller à l'hôpital. Et c'est tout. Et je sais même pas où c'est l'hôpital. Je suis pas du coin, moi. Heureusement, le GPS m'indique par où aller, mais à ce moment-là, personnellement, je commence à être fatigué, je comprends plus trop ce qui se passe avec tout simplement la douleur, la difficulté à respirer, la journée, le stream, toutes ces nouvelles avec le médecin. Je vais au tram. Et là, je vois 25 ou 35 minutes, je ne sais plus, d'attente. Et encore, c'est pas le bon tram. Celui-là me permettait de rejoindre la ligne qui allait m'emmener à l'hôpital. Bon, du coup, je marche jusqu'à la ligne qui doit m'emmener à l'hôpital, qui est à 10 minutes à peu près. Et quand j'arrive sur place, je vois quelque chose comme 45 minutes à 1 heure d'attente pour le prochain tram. Le GPS m'annonce 39 minutes à pied. Bon, à ce moment-là, j'avais plus de cerveau, comme je l'ai dit, j'y suis allé à pied. Voilà. Donc oui, c'est bête de faire le trajet à pied, mais comme je l'ai dit, mon cerveau était en mode off. D'ailleurs, quand j'y repense, je me demande comment c'est possible. Le médecin me dit d'aller aux urgences impérativement. Et hop, je dois me démerder tout seul. Je sais pas, sur le trajet, j'aurais pu, j'en sais rien, moi, j'aurais pu faire un malaise, j'aurais pu rentrer chez moi, tout simplement. Tout aurait été possible, je comprends pas. Le système me paraît un peu bizarre, même si c'est peut-être normal, j'en sais rien. Donc c'est parti pour 3 km, environ 39 minutes à pied selon le GPS. Arrivé à l'hôpital vers 23h, je me rends aux admissions, pareil, rebelote, j'explique mon problème, je tends la lettre donnée par le médecin, et quelques minutes plus tard, je suis en tenue complète, vous savez, la tenue ouverte sur les fesses, et ces mêmes fesses, sur un brancard avec interdiction formelle de me lever, quel qu'en soit le motif. Je suis alors emmené dans une grande pièce transitoire, dans une espèce de box, fermée par des rideaux. Et là, c'est Dr House, le bordel. 4 médecins qui viennent me parler, connaître les antécédents, me poser des questions. Est-ce que je fume? Est-ce que je bois? Non, voilà. Examen, donc tension, écoute du cœur, prise de gaz. C'est comme une prise de sang, sauf que de chercher la veine, on cherche l'artère, c'est beaucoup plus douloureux. Et là, l'attente. Une envie de pisser? On te file un pistolet, tu sais, une espèce de structure là, dans laquelle tu dois pisser. Quelqu'un vient pour le vider. Je sais pas comment vous l'avez vécu, si vous avez eu à faire ça, à utiliser cet instrument là, mais je sais pas, c'est un avant-goût de la dépendance. Non, pas génial. Enfin, vers 1h du matin, je suis parti pour les radios. C'est vachement embouteillé ces trucs là. Suite à la radio, les 4 médecins reviennent me voir. Pour la première fois de la soirée, le mot est lâché, c'est un pneumothorax. Un pneumothorax spontané, pour être précis. Et ouais, il est comme ça, mon pneumo. Il vient sans crier gare. Ils auraient dû le voir directement, ou plutôt l'entendre, qu'ils me disent, surtout vu l'ampleur. Ouais, soit. Ma morphologie est un terrain propice au pneumothorax spontané, à savoir long et filiforme. Ouais. Un pneumothorax, en fait, c'est des bulles d'air qui viennent se coincer entre le poumon et la plèvre. En fait, le poumon, il se rétracte et se gonfle en glissant contre la plèvre. Ces bulles d'air, elles se fichent entre les deux, et après, c'est purement physique. Ça crée de la pression, et donc le poumon ne peut plus reprendre sa taille normale. Et donc, tu ne respires plus avec ton poumon. Fini. Donc là, il m'annonce que je vais être opéré d'urgence. C'est du côté du cœur, il faut éviter tout autre problème, des déplacements d'organes, enfin, catastrophe. Et 30 minutes après, ils reviennent me voir. Bon, je vais être opéré d'urgence, oui, mais demain. Ouais, parce que le chirurgien, il est pas là, on l'a bipé, il veut pas revenir, donc elle aura lieu quand
doute, il arrivera demain matin. Deuxième fois que je me fais refouler par des médecins dans l'histoire, moi. On me place en attendant dans une chambre en gastro-entérologie. Ça n'a rien à voir. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de lits disponibles en pneumo. Eh oui, le manque de moyens à l'hôpital, c'est pas récent. Hein. Même si, on l'a vu, certains d'entre eux me ghostent, je soutiens les soignants quand même. Arrivé dans la chambre, on me propose de me perfuser à la morphine. Erreur de ma part, je dis non, c'est bon, je refuse. J'ai pas de douleur, j'ai une petite sensation de gêne, c'est tout. Donc j'ai pas besoin de me droguer. Erreur monumentale, je pense. Vous allez comprendre pourquoi, mais je saurais jamais si c'était vraiment le cas. Donc 3h du matin, hein, quand je suis arrivé dans cette chambre, partagé avec un monsieur que j'ai sûrement dû réveiller dans le processus, hein, pardon monsieur. Un avantage, j'ai de nouveau le droit de bouger, il n'y a plus personne. Je peux me lever et aller aux toilettes. J'en profite pour abandonner le pistolet. Hein. J'en parlais, ça fait du bien au moral. Je dors mal, très mal en même temps. L'adrénaline, les idées, la cage dans la poitrine. 6h30, quelque chose comme ça, je suis déjà réveillé, alors que je suis arrivé vers 3h. Hein, petite nuit. À 7h30, l'infirmière entre dans la chambre et m'annonce que ça y est, le chirurgien est arrivé et il va m'opérer. En me préparant, elle se rend compte, mais vous n'êtes pas sous morphine ? Je dis non, j'avais pas besoin, j'avais pas de douleur. Elle repart, elle revient, elle me perfuse. Et à ce moment-là, le chirurgien entre. Elle va dans le coin avec lui, et elle lui dit, écoutez, je viens de le perfuser, il faudrait repasser pour l'opération dans 5-10 minutes. Le chirurgien il dit non, mais j'ai pas le temps, on va le faire tout de suite. Note pour les médecins. Si un jour, il y en a un qui écoute cette vidéo, j'en sais rien. Quand vous parlez à 3 mètres du patient, il vous entend. Donc c'est parti, je dois lever ma blouse, il pose un champ opératoire sur le thorax, badigeonne de bétadine et m'annonce que ça ne sera pas agréable. Ouvert à vif, en effet, c'est pas agréable. Couché sur le côté, bras derrière la nuque, le chirurgien scalpel en main et c'est parti pour l'incision. Après quoi, il fourre son doigt là-dedans. On n'a pas élevé les cochons ensemble, que diable! Alors que j'ai sérieusement dégusté, il s'approche avec un espèce de tuyau. Il me dit « Je suis vraiment désolé, ça ne sera pas un bon moment. » Ah, parce que ça l'était jusqu'à maintenant ? C'est parti, il rentre le tuyau dans mon thorax. Le boucher des Yvelines. Ça a sans doute été court, ça m'a semblé infiniment long. J'avais envie d'attraper le tuyau et de lui enfoncer dans la glotte. Mais que l'envie, pas la force. La force, je n'en avais plus du tout. Mon corps a littéralement rage quit. Et quand le trifatouillage était terminé, il fallait encore le fixer, ce foutu tuyau. Un tuyau qui te rentre dans le corps, tenu par un bout de ficelle, accroché à ton corps. La médecine a fait des progrès, mais les vieilles recettes, ça reste solide. Hein. Bon, le tuyau est relié à une machine pour aspirer quand même. Hein. Il y a un peu de modernité quand même. En plus, le tout est transparent. Tu vois un tuyau te sortir du corps avec du liquide qui passe dedans. Oh. Et là, c'est terminé qu'il annonce. Il enlève son barda et il se tire. Honnêtement. Et ceux qui ont vécu un pneumothorax sont nombreux à le dire. C'est sans doute la pire douleur que j'ai ressentie de toute ma vie. Et j'en ai vu d'autres. Le chirurgien est parti, moi j'étais là, prostré, dans la même position, impossible de me mouvoir. Je n'avais plus aucun contrôle du tout sur tout le côté gauche de mon corps. Plus rien. Au bout de 5 minutes, j'ai réussi à remettre mon bras gauche le long de mon corps en faisant comme ça, là, en le manœuvrant avec mon bras droit. Au bout d'un quart d'heure, j'ai commencé à retrouver des mouvements dans les doigts. Pas dans la main, dans les doigts. J'ai mis entre 45 minutes et 1 heure à retrouver l'usage de mon côté gauche, que ce soit la main, les pieds, le visage. 1 heure. Et bah, c'était foutrement angoissant entre eux. La douleur, le choc, la morphine, la paralysie. Heureusement que je ne suis pas anxieux de base. C'est d'ailleurs le seul point positif que j'ai trouvé là-dedans. Les soignants, ils ont été compréhensifs dans leur tournée du matin. En fait, ils ont vu l'état dans lequel j'étais, ils ont sauté mon lit, ils ont fait tout l'étage, puis ils sont revenus pour tout simplement me permettre de faire ma toilette, enfin voilà, le traitement du matin, quoi. Pour résumer mon avis durant mon séjour, j'aime les soignants, sauf celui qui m'a opéré.
Je l'ai revu 3 fois, j'avais envie de lui sauter à la gorge 3 fois. Je l'aurais pas fait, hein, entendons-nous, je te parle de mon état psychologique. Dans l'après-midi, on a chargé mon barda sur le lit et direction la pneumo. Au bout du 2e jour, avec les forces un petit peu reprises, accumulées, j'ai pu constater que la longueur de mon tuyau, de la machine à mon corps, me permettait d'aller jusqu'aux toilettes. C'était long, pénible, douloureux, peut-être même périlleux, avec la tête qui tourne un peu. Mais je suis libre! Alors j'ai de nouveau abandonné le foutu pistolet. Je me suis un peu fait vilipender, je crois, par l'infirmière. C'est vrai que c'est bête de se lever quand t'as tout pour rester couché. Mais la dignité, bordel. Alors du coup, les journées sont rythmées par de la lecture, des efforts pour aller pisser. Bien un quart d'heure à chaque fois. Les repas et dormir. C'est sans doute la sieste qui a été mon activité la plus pratiquée durant ces 7 jours à l'hôpital. En même temps, le corps se repose de l'opération, du traitement, des efforts pour bouger, et le Valium dans les céréales, ça aide pas à rester alerte. Et tous les matins, visite des médecins, inspection du drain dans la journée pour vérifier que tout va bien. Et on te dit rien, on ne te dit rien. Mais bon, vu qu'ils ont rien fait, on se dit que tout va bien. De jour en jour, je reprends des forces, je dors de moins en moins, la gêne reste présente, hein, bien entendu, j'ai quand même un tuyau qui sort de mon corps. Hein, et voilà. Le dernier jour, donc le 2 décembre 2017, on me retire enfin le drain vers 11h du matin. Un soignant qui vient pour couper les fils et me tire le tuyau en dehors du corps. Étrange, pas vraiment descriptif. Tu sais, l'impression de se faire aspirer. Et la plaie là est enfin refermée avec des points. On n'y mettra plus de tuyaux. Le retrait, rien à voir avec la mise en place. Hein. C'en est presque agréable. Ça ne l'est pas. Il ne reste plus qu'à attendre la radio. J'ai déjà indiqué que c'était embouteillé ce genre d'installation. Et à 13h30 environ, on m'annonce que c'est tout bon, je suis libéré. Le sketch. Et vers 13h30, le sketch. Une infirmière rentre, me file un papier, je ne sais plus trop ce qu'il y avait dessus, et elle me dit « C'est bon, vous allez pouvoir rentrer », et elle s'en va. Vous allez pouvoir rentrer. Et moi je suis en tenue sur le lit, en train d'acquiescer comme ça. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne sais pas comment ça marche, moi j'ai pas de mode d'emploi. Donc après 5-10 minutes à chiller un peu comme ça, à me donner l'impression de faire quelque chose, comme il se passait rien, j'ai commencé à m'habiller. J'ai rassemblé mes affaires doucement pour qu'on me voie faire, tu vois. Et puis j'ai commencé à me tirer avec l'impression d'être un voleur, tu vois. Alors qu'en fait c'est normal, a priori. Paumé dans les couloirs, en plus, je connais pas, moi, je suis jamais venu là. Bref, du coup, je suis allé quand même demander à l'accueil. On m'a dit non, c'est bon, vous pouvez y aller. Bon, d'accord, je suis parti. Du coup, je suis rentré en tram. Retour à la maison. Alors, du côté santé, grosse gêne au thorax. Effectivement, j'ai plus de mal à respirer, mais j'ai toujours mal. Une infirmière doit passer tous les jours pour refaire mon pansement. Soit une horreur, cette chose-là. Si, comme moi, vous détestez tout ce qui est administratif, tout ce qui est procédurier, une horreur. Entre la recherche de l'infirmière, les papiers pour l'assurance. C'est donc arrivé en fin novembre 2017 jusqu'à début décembre, donc 2017. Et j'ai été en convalescence vraiment prononcée, on va dire jusqu'à janvier, février 2018. Et comme je l'indiquais en début de vidéo, j'en parlais, je devais pour débuter mon contrat à la SNCF passer ma visite médicale obligatoire d'embauche. Ça a été une énorme source de stress. S'il avait été 1 mois plus tôt, 2 mois plus tôt, j'avais été en fin décembre, début janvier, honnêtement, je pense que je ne serais pas à la SNCF aujourd'hui. Je n'aurais pas été embauché. C'est passé, mais je sais que j'en ai fait un. Parfois, je sens une petite gêne du côté gauche, une sensation de cage sous-jacente inexplicable. La cicatrice, qui se rappelle à moi, pour pas oublier. Un pneumothorax, ça laisse des traces physiques, certes, mais surtout les spontanés, ça laisse des traces psychologiques. Statistiquement, 1 personne sur 5 ayant fait un pneumothorax spontané en fera un deuxième. Et 1 personne sur 2 en fera ensuite un troisième. Et les médecins n'ont rien fait pour que je n'y pense pas.
Le médecin m'a dit très clairement que je reviendrai un jour pour ça. Il a tout de même laissé une petite porte ouverte. Vous reviendrez dans 10 jours, 10 semaines, 10 mois, 10 ans, on ne sait pas. Peut-être jamais, je vous le souhaite. Mais quand vous reviendrez, il n'a pas dit si, je m'en souviens c'est comme s'il venait de le dire là. Quand vous reviendrez, il faudra talquer le poumon pour éviter une récidive. En fait, le procédé, c'est qu'on vient inflammer la peau du poumon ou de la plèvre, je ne sais pas de lequel des deux, pour qu'en fait, ça vienne se coller ensemble pour éviter qu'une bulle d'air puisse se mettre entre les deux. Voilà. De même, si ça vous arrive du côté droit, donc de l'autre côté, il faudra opérer. Et oui, si les deux poumons viennent à buller ensemble, tu respires plus. Eh ouais, ravi d'avoir été parmi vous. En résumé, depuis décembre 2017, j'ai une épée de Damoclès au-dessus du crâne et je ne peux qu'espérer qu'elle ne tombe pas. J'ai quelques activités interdites, de l'avion non pressurisé, de la plongée, toute activité qui pourrait créer des chocs sur le thorax. Mais beaucoup de mes activités ont été impactées. Aussi suite à cela, et mon embauche à la SNCF, j'en parlais plus tôt, que les lives Twitch, notamment, se sont arrêtés et que j'ai créé cette chaîne YouTube. Je n'ai jamais été un arraché du sport, mais c'est aussi en raison du pneumothorax et de ses effets dévastateurs sur ma pratique sportive que je prône, du coup, une pratique agréable et progressive. Cet événement a marqué beaucoup de choses sur le moment et continue d'influencer des décisions, ma façon d'appréhender mes activités, enfin beaucoup de choses. Comme je le disais, un pneumothorax c'est un problème physique, mais pas que. Damoclès is in the place. J'espère que ce partage sera utile à quelqu'un qui le permettra de se rendre compte de ce qu'est un pneumothorax si quelqu'un de votre entourage en a fait un ou plusieurs. Ou voilà. Les autres ont vraiment du mal à appréhender, à comprendre le handicap qui en résulte. Et oui, quand j'ai recommencé à faire des footings ou recommencé à aller au sport, j'avais plus du tout le niveau d'avant. Sauf qu'en fait, on t'attend à ton niveau d'avant. Je rappelais que j'avais besoin de temps pour retrouver mes capacités physiques, pulmonaires. Alors on pense bien faire en te donnant des conseils, il faut respirer comme ci, comme ça, il faut faire tel exercice, il faut reprendre de telle manière. Sauf qu'en fait, ton problème, il est autant là que là. L'être humain est malléable, on s'habitue à tout, on est capable de vivre avec un risque, donc on est capable de vivre avec le risque lié au pneumothorax, aucun problème, on peut vivre comme avant. Le tout, comme je l'ai dit, c'est de s'y habituer. Et suivant les personnes, ça met plus ou moins de temps. Il suffit de voir le coronavirus actuellement et la vigilance qui décroît plus ou moins vite suivant les personnes, les lieux, les situations, etc. Voilà l'histoire qui s'écrit encore de mon pneumothorax. J'espère ne pas être de ceux qui rechutent, l'avenir le dira. Et l'expression populaire n'aura jamais été aussi vraie, à savoir pas de nouvelles, bonne nouvelle. Fais-moi part de ton expérience en commentaire et si tu as des questions, on s'y retrouve également. Mets un pouce bleu pour me soutenir, partage à qui mieux, abonne-toi pour suivre mes nouvelles aventures. Je te dis à bientôt et en attendant, porte-toi bien.